Salut les néo-autonomies, j'espère que vous allez bien. On est enfin 3000. 3000, imaginez quand j'ai créé cette chaîne, la chaîne de l'archipel, il y a un an. Je l'ai créée précisément en septembre 2017. Je me suis dit, oh si en un an j'arrive à avoir mes 1000 premiers abonnés, vous savez c'est psychologique, les 1000 abonnés, et ben je serai quelqu'un de comblé. Donc là on est 3000 en un an, je ne sais pas quoi dire. Ma meilleure contribution va être de vous remercier en faisant une visite d'une maison autonome. Je suis allé à la rencontre de Lydie et Eric qui m'ont ouvert leur maison dans l'Aude, c'est dans la région Occitanie. Ils sont sur une maison auto-construite en ossature bois, elle est 100% autonome en électricité. Elle fait 120 mètres carrés et ils sont sur un budget de 80 000 euros. Alors, à quoi correspond ce budget? Ça correspond donc à l'achat du terrain, un terrain de plus de 4000 mètres carrés constructible. Ça correspond aussi aux matériaux pour monter la maison et tout ce qui est électricité et photovoltaïque. Ils ont presque terminé leur maison. Leur maison, elle en était... Là pour le moment, ils n'ont plus que le bardage sur l'extérieur à effectuer. Si j'étais venu une semaine après, ils m'avaient dit « Ah, si tu étais venu une semaine après, on avait terminé la maison, mais vous verrez, elle est extrêmement bien avancée. » J'insiste sur le fait qu'ils ont eu énormément de matériaux de récupération. Et à part vous dire bonne visualisation, bonne vidéo et vous remercier 1000 fois donc pour les 3000 abonnés. Je vous aime, merci beaucoup, à très bientôt, salut! Voilà, donc là on est sur une installation de 9 panneaux de 270 watts crête. Actuellement ils sont à plat en fait parce que c'est pas fini. Après je ferai un système de réglage d'angle où on pourra avoir un réglage pour l'hiver et un réglage pour l'été. Donc alors on a un onduleur hybride qui monte jusqu'à 3 kW. Et là les panneaux ça doit faire, enfin la totalité là ça doit faire du 2500 crêtes à peu près quoi, ou 2006 peut-être. Et donc après dans la réalité on a dû monter à 2003 je crois en été. Et là l'hiver, bon comme ils sont à plat donc évidemment ils sont pas exposés comment dire bien perpendiculaires au soleil donc mais on monte quand même à 1,3 kg à peu près. Alors donc voici l'appareil qui convertit donc le courant continu en alternatif pour faire du 220 comme avec l'EDF. Un WKS. Alors c'est un WKS en 3 kW, c'est-à-dire qu'il me fournit maximum 3000 watts. Qu'est-ce que je... Le parc batterie, il est de combien? Alors le parc batterie, donc j'ai 8 batteries, 12 volts de 130 ampères. Alors tu m'as dit que tes batteries, elles étaient particulières? Oui, alors c'est des batteries, c'est pas des batteries spécifiques solaires, c'est des batteries de manutention. D'accord. Donc avec des plaques épaisses en fait pour un plomb, donc elles durent plus longtemps et ce sont des décharges lentes. Et c'est quoi le bénéfice d'avoir ça? Eh ben en fait c'est des batteries qui coûtent 40% moins cher que des batteries spécifiques solaires. Voilà donc là c'est le parc de 8 batteries. En série? Donc alors elles sont en série par 4 pour faire 48 volts. Et après en parallèle comme il y a deux séries de 48 volts en fait. D'accord, ok. Hein. Et donc sur chaque, là on pourra peut-être voir on regardera les indications, combien il y a. Donc c'est des 12 volts 130 ampères. Ouais, donc en fait ça fait des 48 volts 130 ampères multiplié par 2. 1400 par 8 quoi. Ouais, donc 130 par... Tu dois être entre 10 et 12 kg. En fait, comme on peut pomper que 50% sur des batteries au plomb, en fait on fait 130 par 48, multiplié par 48. D'accord. Voilà, ça nous donne les watts. D'accord, donc parc de batterie, t'es au GL? Non, c'est des batteries au plomb toutes simples. Mais c'est des batteries qui sont à plaque épaisse et à décharge lente. À décharge lente, ça c'est important. Et est-ce que tu peux nous redonner c'est quoi le nom de ce genre de batterie ça? Tu me disais des batteries de chantier ou non, c'est des batteries de manutention. Des batteries de manutention, d'accord. Ok, donc c'est des décharges lentes. Ça permet de faire des petites économies. Plaque épaisse, donc ça dure, on va dire, c'est la qualité au-dessus des batteries auto, qui sont faites pour de la décharge lente, contrairement aux batteries auto qui, elles, sont faites pour des décharges rapides, quoi, surtout pour le démarreur. En fait, c'est un ballon, on va dire, c'est un ballon échangeur low cost. Donc pourquoi? Donc ça, c'est un ballon électrique standard, voilà, où il y a une entrée pour l'eau froide, une sortie pour l'eau chaude. Et donc, en fait,
vous voyez que là, sur les tuyaux qui arrivent dans le ballon, en fait, il y a un piquage à chaque fois. Et en fait, c'est que les tuyaux qui arrivent par ici, ce sont ceux qui passent par le bac où il y a l'eau à l'extérieur solaire ou autour du poêle. D'accord. Et donc, en fait, avec une pompe, donc ça fait circuler dans le ballon, hop, et ça revient, quoi. Comme ça, la résistance n'a pas à trop Voilà. chauffer pour... Voilà. Et la résistance, elle, j'ai modifié, j'ai mis une petite résistance qui permet de tourner dans la journée au photovoltaïque. Elle fait que 600 watts. Alors pourquoi j'ai rajouté ça? C'est par rapport à la légionellose. Parce que la légionellose, il faut au moins qu'une fois par mois, on monte au-dessus de 60 degrés. D'accord. Donc Et voilà, si on donc monte pas... Ah, il faut obligatoirement monter ou il faut pas? Il faut monter monter au-dessus. pour pas avoir la légionellose. C'est une sécurité en plus. Bon, ça, D'accord. c'est une norme qui est là depuis, je sais pas, une dizaine d'années, quoi. Avant, il n'y avait pas ça, mais bon, c'est quand même une sécurité d'avoir ça, quoi. Génial. Donc voilà, là, c'est le réchauffage de l'eau autour du poêle. Donc là, c'est un poêle circulaire, donc c'est relativement simple. Et donc, en fait, j'ai juste acheté une couronne de cuivre qui doit faire, je sais plus, je crois que c'est 10 mètres. Et donc qui est raccordée sur mon système avec une pompe qui fait circuler l'eau, qui vient du ballon et qui repart au ballon, quoi. Donc là, tu es en train de me dire que quand tu allumes le poêle, l'eau repart directement dans le ballon. Donc là, ici, là, évidemment, c'est raccordé, il y a un thermostat à bulbe. Donc là, je vais enlever ça, on le verra mieux. Donc là, on a son bulbe ici, oui. On voit le bulbe. Attends, je vais zoomer. Oui, voilà. Donc là, il y a un bulbe, il est en dessous, en fait, et c'est un thermostat où on peut régler, par exemple, de 30 à 90 degrés. Et donc, lui, il va se déclencher que quand le poêle, il est à 90. Et donc, ça veut dire qu'il ne va pas... Parce qu'autrement, s'il tourne tout le temps, le problème, c'est que quand le poêle est froid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refroidir l'eau du ballon. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il faut qu'il ait un déclenchement par rapport à la température du poêle. D'accord, donc tout est automatique. Donc. Voilà, ah oui, c'est automatique. Ouais. Et donc ce thermostat à bulbe, donc j'ai le même à l'extérieur dans le bac qui trempe dans l'eau du bac. C'est-à-dire quand l'eau du bac, elle est là, ça déclenche à 55, je crois, ou 50, je ne sais plus. Okay. Et donc ça déclenche la pompe automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier. C'est super astucieux. Et au-dessus, tu fais chauffer, t'en profites aussi pour faire les alors soupes? Ça, non, pas du tout. Ça, c'est le poêle de masse low cost. D'accord. Parce que c'est quoi la masse? C'est quoi un poêle de masse? C'est d'emmagasiner de la chaleur. Dans une matière. Dans une matière, un volume. L'eau, c'est une très bonne matière pour emmagasiner de la chaleur. Donc là, nous, c'est un fait tout de 10 litres, ça suffit amplement ici pour la maison, quoi. Et le fait que ce soit fermé, tu perds pas l'eau puisque ça... Bah, ça évite de vaporiser, en fait. Bon, après, vous pouvez ouvrir si vous voulez. Mais là, ça va mieux garder la chaleur. Et nous, le matin, lui, il est encore très chaud. Donc, en fait, ça permet d'avoir comme un radiateur qui serait là à tourner en permanence. Et ça évite de fabriquer un poêle de masse qui est assez compliqué, quoi. Donc là, c'est le système pour chauffer l'eau du ballon d'eau chaude en été, enfin du moins quand il y a du soleil, des périodes où il y a beaucoup de soleil. Donc en fait, c'est le même principe que la douche extérieure pour l'été. Donc en fait, j'ai fait un bac. Donc là, c'est un restant de la bâche du toit. En fait, il y a de l'isolant dessous pour que ça maintienne bien la chaleur. Donc en fait, normalement, il y a de l'eau au-dessus des tuyaux, quoi. Et donc, elle monte en température dans la journée, et ce qui fait que ça permet de faire tourner... Il y a une pompe en fait qui fait circuler l'eau entre le ballon, quoi. D'accord. Et du coup, ça réchauffe le ballon, et donc ça marche très très bien. T'arrives à combien? Là, on a dû arrêter mi-septembre, parce que comme le système, là, c'est juste des vitres qu'on avait récupérées, en fait, il faudrait après, pour l'hiver, orienter la vitre plus vers le soleil, avec un dos ici, quoi. Ouais. Mais comme là, en fait, il doit y avoir plus de réflexion que de pénétration du rayon. Oui, au bout d'un moment, ça chauffe plus assez, quoi. T'as combien de degrés en sortie quand ça chauffe bien? Ah bah ça monte, ça chauffe comme un ballon normal, quoi. On monte à 50, quoi, sans problème. Hein. Oui. Douche à 50. Ouais. Donc on a un frigo congélateur, alors que bien qu'on soit au photovoltaïque. Sur batterie. Voilà. La nuit, on est sur batterie. Donc, en fait, pour l'adapter au photovoltaïque, donc on a mis un programmateur. Et donc le frigo, la nuit, il ne va tourner que par période de un quart d'heure. Il va tourner 3 fois peut-être. Voilà.
Donc, après, le congélateur, tous les congélateurs, eux, ils tiennent 24 heures en coupure EDF, donc il n'y a aucun problème, puisqu'il n'est pas coupé du tout 24 heures. Et pour ce qui est du frigo, donc on met des blocs bleus dedans. Voilà, donc là on en a, bon, après on en a d'autres. Après vous pouvez mettre des bouteilles d'eau pleine, voilà. Et le bloc bleu, ça sert à quoi? En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une capacité, un volume, donc que ce soit des blocs bleus ou des bouteilles d'eau pleines, pour qu'en fait, quand le frigo tourne plus, en fait, elles sont en partie haute du frigo, elles vont commencer à se réchauffer et faire tomber le froid vers le bas. Et donc, ce qui permet d'avoir des coupures assez longues, en fait. Et le frigo, lui, par contre, les aliments, tout ça, ils vont rester à bonne température. Tu aurais une idée à peu près du pourcentage que tu arrives à économiser grâce au programmateur là, en fait, c'est pas trop, comment dire, l'économie qu'on va faire, c'est juste qu'on va permettre d'avoir un parc batterie plus petit. Ça sert à ça. Parce que lui, le frigo, si tu l'ouvres à 11h du soir, tu vois, lui, il va se déclencher, il ne va pas se poser de questions s'il y a des batteries ou pas. Bien sûr. Alors qu'avec ça, hop, tu sais qu'il va s'arrêter à un moment donné et que dans la nuit, il ne va pas te consommer toutes tes batteries. Donc on peut aussi faire marcher un lave-vaisselle. Donc il y a juste une modification qui est très simple à faire, en fait, il faut déconnecter la résistance électrique. Parce que la résistance électrique, c'est elle qui consomme le plus, ça consomme 2000 watts en général. D'accord. Donc elle est juste déconnectée, et après, au lieu de le brancher sur un robinet qui va amener de l'eau froide, il est chauffé donc, par la résistance. Là, on l'alimente en eau chaude directement, qui vient du ballon. Excellent. Donc ce qui fait que lui, après, quand moi j'ai regardé, quand il tourne, il doit consommer du genre 100 watts, grand maximum. Quoi. Juste la petite pompe qui fait tourner, qui fait circuler l'eau, en fait. C'est une pompinette qu'il y a dedans. Et pour la machine à laver, pareil. Voilà, donc au photovoltaïque, on a aussi une machine à laver. Donc c'est le même principe que pour le lave-vaisselle. En fait, j'ai déconnecté la résistance qui permet de chauffer. Donc nous, actuellement, on marche en eau froide. Mais bon, après, donc, sur une machine, il y a différents programmes avec différentes températures. Donc autrement, la solution pour pouvoir régler, c'est qu'il faut alimenter votre machine à laver au travers d'un mitigeur de douche, par exemple, où vous pouvez régler la température. Et donc vous vous branchez à la sortie du mitigeur, c'est-à-dire où normalement on met le tuyau flexible de douche, et vous alimentez votre machine avec ça, comme ça vous pouvez régler votre température avant de lancer la machine, tout simplement. Là on peut voir, alors en fait on est en toilette sèche, mais on s'est aperçu qu'en fait trop d'urine dans les toilettes sèches, ça a tendance à sentir et c'est pas très agréable. Donc on a récupéré des vieux bidets, et donc du coup qui servent d'urinoir, et donc on a trouvé ces petites douchettes en magasin de bricolage, voilà. Ça permet de rincer, donc c'est super hygiénique, et ça consomme beaucoup moins d'eau qu'une chasse d'eau, puisqu'il y a juste besoin de mettre un petit coup de jet. Voilà, s'il y a 10 centilitres, c'est voilà. Grand max. Alors là, c'est la première mare qu'on a construite, parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau sur le terrain. Et donc, en fait, comme la première chose qu'on a fait, c'est de planter des arbres fruitiers, et en fait, le premier été, on avait besoin d'eau, donc on a fait une mare assez rapidement avec... en fait, on avait récupéré des bambous, donc on a creusé un peu le sol, on a mis de la terre au sud, en fait, la partie qui est la plus en pente, pour retenir en fait derrière les bambous, quoi. Et pourquoi les tôles? Et en fait ça c'était juste, on avait ça en récupération, et en fait ça augmente la surface de pluviométrie de la mare, donc ça la double à peu près. Bon là on voit plus trop parce que les herbes ont poussé, mais du coup ça doublait la surface de captage, quoi. Voilà, donc après on arrose en fait avec un système de goutte à goutte, juste par gravité. Et donc là on voit dans la mare, il y a juste un tuyau d'arrosage avec une crépine au bout, quoi. Voilà. D'accord, et par gravité, voilà. ça aspire l'eau. Voilà, donc là c'est raccordé sur le tuyau. Après on a un robinet pour couper. Bon là le tuyau il passe par là, mais voilà. Donc là on a le raccordement du tuyau qui vient de la mare. Donc c'est le vert. D'accord. Et donc ça c'est les systèmes d'irrigation. Voilà, donc voilà, au goutte à goutte. C'est des goutteurs qu'on peut régler en fait.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des fruitiers? Vous en avez combien pour le moment? On a une quarantaine de fruitiers à peu près. D'accord. Qu'on a plantés dès le départ. Et tu les as plantés dès le début? Pour toi, c'était... Première chose, parce que ça met du temps à pousser, donc on s'est dit, si on peut gagner un an, c'est... Tu as bien raison. Vous avez déjà une petite production ou ça? Non, pas grand-chose, parce que là, on a eu 2 années très sèches. D'accord. Et comme on n'avait pas d'eau, on avait que les mers, on a irrigué très peu la première année, ce qui fait que... Le peu d'eau que tu avais, c'était pour la construction. Voilà, on avait besoin pour la construction, pour faire les fondations. Et donc, ce qui fait que les arbres, c'était juste pour pas qu'ils crèvent, en fait, tellement que c'était sec. D'accord, donc tu as fait plus de la survie que de... Voilà, c'était plus de la survie que de la croissance, on va dire. Alors là, c'était pour te montrer que donc, dans le sud, comme il fait très chaud, nous, on a fait des essais, on a planté, en fait, au nord des ronciers, on a gardé les ronciers sauvages qui étaient sur le terrain. Donc là, on a un pêcher de cette année qui est parti à partir du noyau. On est en pleine forme. Là, on a comment ça s'appelle, un néflier du Japon, pareil, parti à partir d'un noyau. Et là, on a, là, on voit plus, il n'a plus ses feuilles. C'est un grenadier, un grenadier qui est à partir de boutures. Lui. Et donc, en fait, c'est ceux qui sont le plus beaux, en fait, parce que ils souffrent pas de la chaleur. Ah bah si, on a aussi un sureau. C'était des boutures, ça. D'accord. C'est un peu proche, ils vont se faire un petit peu... Ouais, mais en fait, je voulais tester. Il y a un Indien qui fait ça, là. Il avait fait des conférences. Je crois que c'est à Teddy que j'avais vu. Et lui, il fait pousser tous les 1 mètre. Il met. Oui, pour faire des micro-forêts. Voilà, et pour que ça pousse très vite. Pour que ça pousse très vite. Donc, en interaction tous. Donc en fait, je veux tester ça. Et en tout cas, c'est ceux qui poussent le mieux, ceux qui sont bien à l'ombre l'été. Et puis la terre des murs, elle est vraiment très très bonne, la terre sous les ronciers. D'accord, oui, c'est vrai, parce que ça protège bien. Donc ça, c'est la deuxième marque qu'on a fait sur le terrain, comme on était un peu juste avec tous les fruitiers qu'on avait à arroser. Et donc, en fait, on a juste creusé, on a dû creuser ça, quoi. Et en fait, on avait trouvé une technique qui était relativement facile, c'est qu'en fait, on fait des... Comment dire? On creuse 2 lignes en fait, avec la bêche plate. On creuse 2 lignes et après, dans l'autre sens, on découpe comme pour sortir des parpaings de terre. D'accord. Et en fait, le premier, c'est compliqué, mais une fois que tu as enlevé le premier, tu n'as plus qu'à basculer et tu avances comme ça. En fait, ça va très vite. Et en fait, ces parpaings, on construit des murs en bas. Donc, comme là, on est en pente, le mur le plus haut va être en bas. Et donc tout de suite, tu te crées une cavité très rapidement sans avoir creusé beaucoup. On a dû creuser 20 cm grand maximum. Là, tu as quoi, 1000, 2000 litres à peu près? Là, celle-là, j'ai presque 3000. Presque 3000, ah ouais, oui, c'est plus profond. Ouais, on doit être sur 4 par 5 à peine, quoi. Ouais, donc en plus, on a un petit cabanon à côté, donc en fait, on récupère l'eau du toit, là, on voit les tuyaux par terre. D'accord. Ça arrive dans une poubelle qu'on a raccordé dessus, et donc ça récupère aussi la surface du toit, quoi. Excellent. Ce qui fait que ça double à peu près la surface de captage. Alors ça, c'est la micro-pépinière. Donc on avait dû voir ça sur internet. Donc en fait, bon là, nous on a fait qu'il y a 1 mètre carré avec des planches de palette, là. On a fait un cadre et on a mis un mélange de sable et de terreau, quoi. Mais c'est surtout du sable, ça doit être du genre 60% de sable. Et donc j'ai planté des noyaux, donc là il reste encore des pêchers, il reste des néfliers du Japon. T'as juste mis des noyaux dans du sable? Ah oui, c'est tout, c'est tout. Ouais. Et un peu de terreau. L'année dernière j'ai eu plein de pommiers, là il en reste encore. Là je dois avoir 1 ou 2 pommiers, là. Tout ça c'est des pêchers. Tout ça, c'est des pêchers. D'accord, juste en jetant des noyaux, c'est dingue. Tu les enterres. Tu les enterres à 2-3 cm. Tu mets ça en automne. Et au printemps, ça sort. Excellent. Et donc, toi, ils sont à l'ombre, donc comme ça, ils sont protégés du soleil. Quand ils sont jeunes, c'est mieux. Oui, donc bon, là, c'est des plantations qui sont en attente. Quoi, par exemple? Par exemple, là, qu'est-ce qui me reste? Là, j'ai des... Si, ça, c'est de cette année. Bon, là, il n'y a que le tronc, mais ils sont quand même comme ça. C'est des caroubiers. Donc, c'est que j'ai récupéré des graines sur le bord de la route. Excellent. Et donc, je dois en avoir 7-8 qui sont sortis. Ouais, là, j'en ai qui sont plantés dans le terrain. Et là, il en reste encore. Et donc, c'est ce qui vient de la pépinière. Après, je les mets en pot, en fait, pour me libérer la pépinière, puis remettre des nouveaux noyaux. Et là, tu as le filtre à sable aussi derrière. Ah oui, il y a encore autre chose, il y a le filtre à sable. Je t'écoute. Donc ça, c'est dans l'autonomie en eau. Donc,
Attention, pas te faire mal. Donc en fait, c'est la filtration lente sur sable. C'est une vieille technique hein, qui a été utilisée au départ dans les colonies d'ailleurs. Et en fait, c'est du sable comme on met dans les filtres à sable de piscine. D'accord. Donc il faut à peu près 80 cm de haut. Et en fait, il faut que l'eau dedans, elle descende pas plus vite que 10 cm par heure. D'accord. Et donc, comme elle va aller tout doucement, il y a un microfilm qui va se développer en surface de bactéries en fait, hein, T'es obligé de... et qui vont absorber tous les polluants. Mais le sable, tu le poses à peine dedans ou tu dois le compresser pour que l'eau... Non, tu le poses dedans. De toute façon, après, ça va se tasser avec l'eau. Voilà, et donc tu as déjà au niveau filtration, il ne reste pas grand-chose. Et après, derrière, tu mets un filtre au charbon et un filtre, un microfiltre en fait, qui va t'enlever vraiment le peu qui reste. Mais surtout ça va te permettre de protéger les autres filtres derrière. D'accord. Mais déjà, tu as une filtration qui est très très intéressante. Quoi. Tu t'en sers là-dessus. Okay. Moi, je mettais une passoire entre. Voilà, maintenant, il y a eu, si tu veux, il y a des gens qui ont alimenté leur maison avec juste ce système-là, hein, qui était un système rudimentaire, mais qui marche déjà, qui épure déjà ton eau vraiment bien. Quoi. 2 € suffisent pour soutenir l'archipel. Je remercie les tipeurs qui ont déjà contribué au développement de cette chaîne.